As-tu vu cette nouvelle mode apparaître, le fait d'investir de manière passive dans les ETF, sans rien faire, de réaliser 10% par an et espérer un jour du coup devenir millionnaire, peut-être préparer sa retraite, atteindre la liberté financière. Est-ce une réalité ou bien une arnaque? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour moi, la première question à se poser, avant de pouvoir donner cette réponse, c'est d'essayer de se demander déjà, à titre personnel, quels sont mes objectifs. Donc je te pose la question, quels sont tes objectifs? Et par rapport à tes objectifs, tu vas peut-être trouver du sens dans les ETF, mais si tes objectifs ne sont pas alignés avec ceux des ETF, eh bien du coup ce n'est pas le produit qu'il te faut. Avant qu'on parle justement de la notion d'objectif, laisse-moi juste t'exprimer qu'est-ce qu'un ETF. Un ETF, en fait, il faut le voir comme un panier. Un panier d'actions. L'idée, c'est d'acheter des actions. Cette action est une part d'une entreprise. Et tu vas, dans ton panier, essayer de mettre des parts de différentes entreprises. Comme ça, si un secteur en particulier ne fonctionne pas bien, je ne sais pas, en ce moment, c'est un peu l'intelligence artificielle qui a le vent en poupe, les nouvelles technologies ont le vent en poupe, peut-être que, je ne sais pas, les rails et chemins de fer, les trains, c'est plus trop d'actualité. Donc le fait d'avoir différentes actions, tu n'as pas besoin de te prendre la tête et de réfléchir à quels seront les prochains produits d'avenir ou éventuellement les entreprises qui actuellement sont en faillite. Si une entreprise ne performe pas bien, on l'enlève du panier et on viendra rajouter une autre entreprise. Comme évoqué en début de vidéo, on doit parler justement de la notion d'objectif. Et avant que tu réfléchisses justement aux objectifs que tu dois te poser, laisse-moi juste te dire qu'en fin de vidéo, on va donner la réponse de quelles ont été les performances des différents ETF. Est-ce qu'il y en a un qui est plus performant qu'un autre? Est-ce qu'il faut se tourner vers un ETF dans un pays, peut-être l'ETF mondial? Donc bref, reste bien concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Et dès maintenant, on parle justement de cette notion d'objectif. Pour moi, le problème numéro 1 des différentes personnes, c'est qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils ne savent pas pourquoi ils investissent. Dans un premier temps, quel est ton projet? Est-ce que tu veux investir pour ta retraite? Est-ce que tu veux investir pour financer l'école de tes enfants? Est-ce que tu veux investir pour atteindre la liberté financière? Peut-être voyager, quitter ton travail, peu importe. Moi, ça ne me regarde pas. Ton objectif, c'est le tien. Par contre, toi, il faut qu'il soit clair et précis et qu'il ne change pas tous les 4 matins. Sinon, ce n'est pas possible. Car on parle réellement d'investissement. Et du coup, quand on parle d'investissement, on parle de notion de temps. Et trop peu de gens oublient réellement ce que ça veut dire la notion de temps. Dans la notion de temps, on a deux problèmes. On a le premier qui est la date de début. Quand est-ce que je commence? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà commencé à investir? Est-ce que tu as déjà commencé depuis une dizaine d'années? Certaines personnes attendent le premier jour et ils vont investir parce qu'en fait, ils n'ont pas fixé de date. Il faut définir une date précise, quand est-ce que je commence? Si tu ne l'as pas encore fait aujourd'hui, bien évidemment. Ensuite, une date de fin. Quand est-ce que je vais soit arrêter d'investir, soit récupérer mon argent? Si tu ne te fixes pas de deadline, en fait, je ne vois pas comment est-ce que tu peux espérer un jour être gagnant. Parce que tu ne sais pas si le marché monte, si le marché baisse. Déjà que tu ne connais peut-être pas ta date de début. Et il y a vraiment cette notion de temps. Combien de temps es-tu prêt à rester sur les marchés? Est-ce que tu es prêt à rester 40 ans parce que tu investis pour ta retraite? Et dans ce cas de figure, tu as une date de début, aujourd'hui, une date de fin, ta retraite, et tu as une notion de temps, 40 ans. Et alors j'ai mis troisième point, c'est le quatrième, donc je vais faire ma petite correction quand même. Quatrième point, combien d'argent je compte investir? Trop peu de personnes sous-estiment le fait de définir un chiffre, même si ce chiffre peut évoluer dans le temps. Combien je compte investir? Est-ce que j'ai investi une somme une fois? Aujourd'hui, j'ai investi 10 000 euros. J'ai investi pendant 20 ans, pendant 40 ans. Aujourd'hui, je décide d'investir 100 euros tous les mois pendant X années. Il faut définir cette somme. Si tu ne la définis pas, dans le temps, tu ne vas pas respecter. Bon, si tu mets 10 000 euros tout de suite et que demain, tu ne comptes pas réinvestir, tu vas peut-être pas forcément remettre en question ce choix vu que c'est déjà investi. Mais si tu dis, je vais investir tous les mois, peut-être une petite somme, mais que tu ne sais pas quelle est la somme, je pense très sincèrement que tu ne le feras pas correctement. On va aller par rapport à ce que je viens de dire, regarder les différents graphiques du S&P 500 pour essayer de voir justement cette notion de temps et que tu comprennes de quoi est-ce que je veux parler. Sur ce graphique, nous avons sous les yeux le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines. La majorité des gens sont à peu près d'accord pour dire que depuis une centaine d'années, le S&P 500 fait en moyenne 10% par an. Mais qu'est-ce que ça veut dire une moyenne sur toutes ces années? Ça veut dire que des fois ça monte, ça veut dire que des fois ça baisse, des fois aussi ça stagne. Et trop peu de gens prennent du recul pour justement observer ce type de graphique de prix. Donc tu vois là, il y a quelques dessins parce que j'analyse
de manière entre guillemets court terme les entrées et les sorties potentielles sur cet indice, le S&P 500, et je vais te demander de prendre du recul avec moi et de te dire, donc là, ici où j'ai ma souris, nous sommes en 2025. Ici, le point bas, nous sommes en 2009, pour que tu vois l'unité de temps. Là, pour faire cette hausse, qui peut-être a fait plusieurs centaines de pourcents, jusqu'à aujourd'hui, on a fait 840% de 2009 à 2025. Par contre, si tu continues de prendre du recul, qu'est-ce qu'il se serait passé si tu investis en 2000? De 2000 à aujourd'hui, la performance est moindre, parce que tu n'as pas investi au bon moment. Voire même, si tu avais investi en 2000 et que tu avais un horizon d'investissement de peut-être, je sais pas, 2 ans, 3 ans, peut-être que tu serais sorti en perte, parce que 2 ans plus tard, tu étais à moins 50. Si ton horizon de temps il était de 10 ans, et que tu avais investi en 2000, et que tu voulais sortir au bout de 10 ans, c'est-à-dire en 2010, eh bien tu serais sorti aussi en perte. Ce n'est pas parce que tu investis sur un indice qui depuis 100 ans réalise 10% par an qu'il fait 10% tous les ans. Qu'on soit bien d'accord. Et là, je commence à essayer d'étayer mon propos par rapport à cette idée d'arnaque des ETF, qui en fait n'est que du marketing. C'est une façon d'exprimer des propos pour promouvoir des produits d'investissement financier que des entreprises essayent de vendre aux particuliers. Je dis ça, je dis rien. Après, toi, tu fais ce que tu veux de ton argent, ce sont tes objectifs propres. Mais j'essaye d'éveiller les consciences par rapport à ça. Si tu avais investi en 2000, il fallait attendre l'année 2013 pour commencer à être en gain sur le S&P 500. Il faut 13 ans pour réaliser un premier pourcentage de performance. Parce que pendant 13 ans, tu es bloqué dans ce carré gris et tu ne réalises pas de profit. As-tu la capacité aujourd'hui, par rapport aux objectifs que tu t'es fixés, d'attendre un minimum de 13 ans pour récupérer des gains? C'est une question qu'il faut se poser. Tout le monde n'a pas cette capacité. Oui, mais ça s'est arrivé une seule fois, c'était dans le passé, ça n'arrivera plus. C'est la question que certaines personnes pourraient m'évoquer. Eh bien, on continue de prendre du recul et de revenir en arrière sur ce graphique. Investissement 1973, début de profit en 80, voire on repasse baissier parce qu'on rentre à nouveau dans le carré et on redevient nouveau aussi en 82. 10 ans d'investissement non rentable sur le S&P 500. C'est la deuxième représentation sur ce graphique. Et ensuite, on était en 1937, investissement, 1950, de nouveau 13 années d'attente avant de réaliser des gains sur le long terme. Donc, si tu as investi une fois, tu as les boules. Si tu fais du DCA et que tu investis un petit peu tous les mois, un petit peu tout le temps, quand tu arrives là, tu commences à être content parce que tu sors la tête de l'eau, mais tu n'as pas réalisé de grands gains tant que tu n'es pas des années plus tard. Parce que là, tu as investi dans la baisse. Investir dans la baisse, il faut avoir la capacité mentale de le faire. Le prix continue de baisser. Pourquoi j'achèterais quelque chose qui baisse? Je vais acheter quelque chose qui monte, moi. Imagine encore pire, si tu avais investi en 1929, il fallait attendre 1954. Bref, ce sont des choses qui se sont déjà produites. Pourtant, on a 100 ans d'historique sur le S&P 500 et il y a des fois, pendant 10 jusqu'à ici une trentaine d'années, 25 ans, pardon, entre 10 et 25 ans, où tu ne réaliseras pas de bénéfices. Est-ce que ton horizon d'investissement dépasse 25 ans? Si c'est le cas, les ETF ne sont pour toi peut-être pas une arnaque. Après, on va aller regarder les autres indices des autres pays. Si tu investis en deçà de 25 ans, tu prends ce risque de te retrouver pendant 5, 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans perdant sur les marchés financiers. Seras-tu en capacité de continuer d'investir, de continuer d'en acheter pour qu'au bout de 25 ans, tu fasses juste 1 ou 2% par an? Est-ce qu'il n'y a pas des autres méthodes, des autres stratégies qui te permettraient de faire 10, 15, 20%, 30% annuels de manière beaucoup plus sûre que celle-ci? Moi, j'en connais et je t'en parle en fin de vidéo. Allez, on se fait un petit tour sur le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises en France. Tu es rentré dans les années 2000. Tu dois attendre aujourd'hui, récemment, 2023, pour commencer à réaliser tes premiers gains. Imagine si jamais tu es rentré en 2000, tu as potentiellement perdu de l'argent si tu as vendu. Si tu n'as pas vendu jusqu'ici, tu n'as pas gagné d'argent en 2023. En 2025, enfin, tu as réalisé plus 16%. Performance incroyable. 25 ans, 16% de performance. On est loin des 10% par an annoncés. Tout dépend de l'année quand tu es rentré. Si tu es rentré ici en 87, effectivement, depuis 87 jusqu'à aujourd'hui, on est haussier. Je ne dis pas le contraire. Mais si ton horizon de temps, il est peut-être moins de 5 ans, et 5 ans plus tard,
en 2005 ici, bah, tu es perdant, c'est tout. Il faut avoir un horizon ultra long terme. On change après le CAC 40, on a le CSI 300. Là, on est en Chine. Si tu as investi en 2000 en Chine, ce n'est pas possible parce que cet indice n'existait pas, en tout cas celui que j'ai sous l'écran. Donc on part de 2005. 2005 à aujourd'hui, ok, on est gagnant. Mais si tu avais investi en 2007, eh bien jusqu'à aujourd'hui, tu es perdant. On va voir tous ces chiffres après détaillés dans un tableau Excel. On prend l'exemple du marché russe. Avant de te montrer le tableau Excel, en fait, l'idée c'est que tu vois ça, les prix qui évoluent sous tes yeux pour que tu vois que moi je ne te mens pas, je te montre la vérité. La Russie, nous avons eh bien, le RTSI. En 98, on va monter à l'année 2000, on doit être par ici en 2000 jusqu'à aujourd'hui, on est gagnant, c'est pas mal. Et par contre, si tu avais investi en 2008, par contre, on est perdant. Tout dépend quand est-ce que tu es rentré. On fait la même chose avec l'indice du Japon. Si tu es rentré en 2000, ça doit être 2000 par ici, jusqu'à aujourd'hui, tu es gagnant. Mais par contre, prenons du recul, si tu étais rentré en 89, aujourd'hui, tu n'es toujours pas rentable sur l'indice du Japon. C'est quand même un délire. Le dernier qui est parfois évoqué comme une solution, c'est de faire un panier de paniers. Tout à l'heure, on avait des œufs. Les œufs, c'était les actions dans un ETF. Fais-toi un panier d'ETF, rassemble-les tous. Et du coup, dans un panier d'ETF, théoriquement, on devrait avoir tous les pays du monde. Si un pays monte et qu'un autre baisse, ça lisse justement notre prix d'entrée. Si tous les pays montent, notre indice monte. Théoriquement, l'indice du MSI World, là, c'est l'indice du monde. Ce qui m'embête avec ça, c'est que sur ce graphique, en tout cas, on a justement que depuis 2009. Donc depuis 2009, effectivement, on a une hausse qui est assez importante. Mais par contre, la période avant qui n'est même pas marquée sur ce graphique, parce que je vois là, justement, du fait de l'entreprise, de ne pas vouloir diffuser ce qui s'est passé avant, et bien de cacher un peu ça. Et ça aussi, c'est un peu du marketing, c'est de la communication. Il ne montre pas qu'ici, il y a eu de la volatilité et que pendant des années, personne n'a gagné d'argent. Ça, on va le retrouver du coup quand même sur un site spécialisé. Ici, sur toutes les entreprises du monde, on avait un sommet en 2000, on fait un creux, un nouveau sommet, un nouveau creux, et à partir de 2013, laisse-moi afficher le chiffre, à partir de juin 2013, on commence à arriver sur les anciens plus hauts. Ça ne te rappelle pas quelque chose ce graphique? C'est exactement le graphique du S&P 500 quand on était dans cette période. En 2000, on corrige, on monte, on corrige, et en 2013, on commence à être rentable. C'est quand même bizarre, parce qu'on nous vend un ETF de tous les pays du monde, mais il a la même tête que le S&P 500. Voilà l'arnaque. L'arnaque est dans la diversification géographique de l'ETF du monde, nous avons 70% d'actions des États-Unis. Donc ça représente le S&P 500. Donc investir dans un ETF monde revient en fait à investir dans un ETF des États-Unis et d'intégrer un tout petit peu d'autres pays du monde. Les pays développés ne représentent que 8%. C'est quand même pas beaucoup. Avant de te montrer la réalité des performances de chacun des indices, et du coup quel est l'indice le plus performant depuis une vingtaine d'années, laisse-moi te parler justement de la solution pour laquelle j'ai opté. Moi aujourd'hui, je fais du trading. J'ai une méthode qui est plus court-termiste. Je vais rentrer sur des positions qui vont durer quelques jours, quelques semaines à quelques mois. Donc ce n'est pas du trading quotidien où je vais passer 8 heures par jour devant mon ordinateur. Non, sûrement pas. Je vais essayer d'y passer 1 heure, 2 heures. Je fais de la veille pour essayer de trouver des opportunités. Et lorsque je trouve une opportunité, je rentre à l'achat ou à la vente. Je peux aussi parier à la baisse. C'est-à-dire que lors des phases de baisse, quand tu es dans l'investissement, tu perds de l'argent. Moi, à contrario, dans cette phase-là, comme mon capital n'est pas engagé sur le marché, je reste dans une monnaie stable. Pendant que l'ETF baisse, moi, mon capital ne baisse pas. Par contre, je parie à la baisse sur l'ETF. Et donc, je réalise des gains. Donc pendant la baisse, mon capital monte. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à réserver un appel stratégique où je peux t'expliquer tout ça en détail. On se retrouve sur ce fameux tableau Excel. Regarde en haut, nous avons les dates. J'ai pris un parti pris d'entrée. Il fallait trouver une date qui corresponde à tout le monde. L'année 2000, pour que ce soit simple. Je rentre dans l'année 2000 et je vais sortir dans l'année 2025, le capital, et je fais un petit point d'étape en 2013. En 2000, tu as 10 000 € de capital investi sur chacun des ETF que je t'ai présenté tout à l'heure. En France, le CAC 40, le Japon, les États-Unis, le monde, la Chine, la Russie. Et je les ai classés par ordre de performance sur 25 ans. Et tu vas voir, parce que ça ne suffit pas de regarder ça, il faut regarder l'année 2013.
En 2000, soit tu avais les reins solides d'investir 10 000 $, soit peut-être même que ça faisait 5 ans que tu investissais 100 € tous les ans. Et petit à petit, avec les effets des intérêts cumulés, tu es monté à 10 000 en 2000. Donc en 2000, tu as 10 000 investis dans ces ETF. Si tu étais sur le CAC 40, en 2013, on a vu que ça baissait. On fait un point d'étape, on était dans une baisse, donc pendant 13 ans, tu n'as pas gagné d'argent. Et en 2025, aujourd'hui, on a vu tout à l'heure que tu as fait seulement, j'ai mis 1% de performance, il y avait à peine plus tout à l'heure, 15 ou 16%, mais pour dire que c'est niet, zéro. 25 ans, tu n'as pas fait de performance, vu que l'inflation est venue détruire justement cette performance. Rappelle-toi, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Aujourd'hui, tu peux t'acheter une baguette de pain à peut-être 1,10 €. Dans 10 ans, la baguette de pain sera peut-être à 2 €, donc ton argent vaut moins cher. Si tu ne réalises pas des performances supérieures à l'inflation, tu perds de l'argent tous les ans en gardant ton argent dans ta poche. Investir sur le CAC 40 en 2000, récupérer son argent en 2025, était exactement la même chose que de garder son argent dans sa poche sans le faire fructifier. Sur le marché japonais, on a eu une baisse significative là de moins environ 35%. Heureusement, on fait 90% sur 25 ans. Donc celui qui a investi en 2013, par contre, fait des gros profits en 2025. Tout dépend quand est-ce que tu débutes. Est-ce que tu investis en une fois, en DCA et compagnie. Et je rappelle, j'ai pris un parti pris de commencer en 2000. Sur la S&P 500, on se rappelle, de 2000 à 2013, le capital n'a pas bougé. Depuis 2013, effectivement, on fait une très belle performance. 270% sur le capital, il est multiplié par 3,7. Ça veut dire que depuis 2013, en une dizaine d'années, on a fait une très grosse performance. Mais ramené sur 25 ans, si tu avais déjà ce capital en 2000, en fait, tu as juste fait 10% par an. C'est à peu près ce qui est annoncé sur le S&P 500. Tout dépend quand est-ce que tu as commencé. MSCI, donc au niveau du monde, on a vu, ça reflétait le prix du SP500, donc c'est exactement la même performance. Depuis, il a un petit peu plus surperformé. On a une meilleure performance sur le monde, mais que depuis cette période. Il faut vraiment se dire quand est-ce que j'ai investi. Au niveau de la Chine, on a une énorme performance dès le début. De 2000 à 2013, il fait x3. Tu passes de 10 000 à 30 000, c'est énorme. Et depuis 2013 jusqu'à 2025, tu refais 50%, c'est très bien. Au total, ça dépasse les performances justement du S&P 500. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans le S&P 500 ou le marché chinois? C'est pas ce que je dis. Moi, je vous dis pas d'investir dans l'un ou dans l'autre. Je montre juste des chiffres. Et du coup, des personnes qui pensent qu'investir dans le S&P 500, c'est mieux parce que c'est plus sûr que la Chine, peut-être, mais en tout cas, la Chine a été plus performante. Idem pour la Russie. La Russie, la performance était exceptionnelle de 2000 à 2013. Par contre, décevante de 2013 à 2025. Tout dépend quand est-ce que tu rentres, quand est-ce que tu veux sortir. Je fais que de répéter ça. Pour moi, le fait de pouvoir entrer et sortir de manière plus dynamique, ça évite à l'investisseur de rester piégé pendant de nombreuses années. Parce que si tu restes piégé sur le CAC 40, tu ne fais pas de performance. Si tu restes sur le RTSI en Russie de 2013 à 2025, alors que tu étais en gain, tu vas te retrouver perdant. Et ça fout les boules quand tu dis que tu as fait x7 sur ton capital et que tout d'un coup tu le divises, peut-être pas par deux, mais tu perds 30% de ta somme. C'est quand même pas terrible. Donc, moi j'éveille les consciences à cette, entre guillemets, arnaque des ETF, même si, je rappelle, si tu restes plus de 25 ans, le risque est moindre parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans les différents graphiques, rester 25-30 ans, de manière passive, effectivement, tu ne risques pas de perdre d'argent, mais par contre, tu ne vas pas en gagner parce que tu ne fais qu'à peine 5-10% de performance. C'est pas terrible. Imagine si tu avais cette solution pour faire 20-30% annuel, est-ce que tu serais prêt justement à passer à l'action? Si tu veux en savoir plus, eh bien, je te rappelle, abonne-toi à la chaîne et si tu veux savoir quelle était ma performance d'une année, en 2024, je vais te mettre une étiquette avec la vidéo de mon bilan de performance de 2024. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve à plus tard pour une prochaine vidéo.